Bonjour tout le monde, nous voilà en 1948 et c'est l'année de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi l'année où Charlie Chaplin intéresse fortement la commission des activités anti-américaines pour des possibles liens avec le communisme. Je vous laisse regarder sur internet, il y a des pages et des pages, c'est hyper intéressant, mais j'en aurai pour 4 heures de vidéo. Pour le Festival de Cannes qui a débuté en 1947, cette année aussi est très difficile pour des raisons budgétaires, le festival n'aura pas lieu, ainsi qu'en 1950. Très mauvais début donc pour le Festival de Cannes. C'est aussi l'année du décès de Louis Lumière. Louis Lumière, cinéaste français, inventeur du cinématographe en 1895, qui est une caméra de prise de vue et à la fois un projecteur de cinéma. On pense toujours que c'est les frères Lumière qui l'ont inventé, et non, Auguste avait commencé, il a échoué, ou Louis a terminé. La loi antitrust est mise en place, ce qui veut dire que les majors américains, UIP, donc Universal, Warner, la Fox, la MGM, n'ont plus le droit d'avoir leur propre salle de cinéma, et donc n'ont plus le monopole complet sur la distribution, production et exploitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les naissances pour cette super année: John Carpenter, Bill Auguste, qui a réalisé La Maison aux Esprits, qui est un de mes films préférés, fallait que je la case celle-là, Diane Wist, Katie Betts, Jeremy Irons et Samuel L. Jackson. Nous sommes donc à la 20e remise des Oscars, et comme pour la 10e, je me suis amusée à faire des petites statistiques pour voir quel producteur avait le plus de nominations et d'Oscars. Comme vous l'aurez deviné, la MGM reste en première position, passant de 22 nominations à 38 et 4 Oscars à 5. La Fox et la Paramount s'échangent de place. La Warner ne bouge pas, toujours en 4e position, avec 21 nominations au total et 2 Oscars. La Columbia remonte, RKO descend. Samuel Goldwyn, elle, apparaît dans le classement alors qu'elle n'y était pas dans les 10 premières années, avec 8 nominations au total sur ces 20 années et un Oscar sur les 10 dernières. Universal, quant à elle, n'est même pas nominée sur ces 10 dernières années, contre 4 nominations et un Oscar de 1928 à 1938. Pour les autres, comme on peut le voir, il reste 28 nominations en tout et 2 Oscars sur ces 10 dernières années. Retour à Vevey, ou plutôt à Montreux, juste à côté, où mon grand-père reprend le Rialto, anciennement l'Odéon. Place maintenant aux Oscars. Avec un film noir, Feu croisé, une comédie romantique, Honi soit qui mal y pense, avec Cary Grant, une romance familiale, Miracle sur la 34e rue, un drame, Les Grandes Espérances, et un drame romantique, Le Mur Invisible, Gentleman's Agreement, réalisé par Elia Kazan. Sur les 8 nominations, le film reçoit 3 Oscars et les 3 mêmes Golden Globes. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice dans un second rôle. Le Mur Invisible est l'adaptation d'une nouvelle anti-antisémite, écrite par Laura Z. Hobson. Elle l'a écrite suite à un discours antisémite du sénateur John Rankin qui a été applaudi par l'ensemble du Congrès américain. La nouvelle a créé un énorme scandale et c'est grâce à ça que Daryl F. Zanuck, le producteur du film, a pris connaissance de cette nouvelle. Il a donc immédiatement cherché à en obtenir les droits en pensant que c'était le moment pour relancer le débat sur l'antisémitisme. Le film est réalisé peu de temps après que la vérité sur les camps de concentration en Europe ne soit révélée. Il sort 2 ans après les horreurs survenues durant la Deuxième Guerre mondiale et quelques mois seulement avant la création de l'État d'Israël. Les patrons de la 20th Century Fox, qui pour la plupart étaient juifs, ont pris peur et ont demandé au producteur du film d'abandonner son projet. Ils avaient évidemment peur que le thème de l'antisémitisme provoque une polémique. Zanuck ne les a pas écoutés, il a continué à réaliser son film et a même ajouté une petite anecdote concernant cette situation dans le film. Je me réjouis de voir ça. 3 personnages contemporains connus pour leurs propos racistes et leur antisémitisme sont présents dans le film. Theodore Bilbo, sénateur du Mississippi, qui voulait envoyer tous les Afro-Américains en Afrique. John Rankin, un républicain aussi du Mississippi, qui a qualifié le journaliste Walter Winchell de sale petit juif durant une séance à la Chambre des représentants. Et le leader nationaliste chrétien, Gerald L.K. Smith.
Sachant que cela pourrait créer des problèmes, Zanuck a fait appel à des juristes pour savoir ce qu'il en était. Et effectivement, quand il a su que cela pourrait créer des poursuites judiciaires pour diffamation, voilà ce qu'il aurait répondu. Qu'ils essayent donc de nous attaquer en justice, ils n'oseront pas, et s'ils osent, rien ne nous ferait plus plaisir que de défendre notre film et notre cause devant un tribunal. Ça, c'est bien envoyé. Pour rester dans la thématique, en 1949, Elia Kazan et Zanuck réalisent à nouveau un film ensemble, L'héritage de la chair, un film co-réalisé avec John Ford, où ils traitent du racisme vis-à-vis des Afro-Américains. Encore une année où les parents et les enfants n'ont que très peu d'écart au niveau des âges. Anne River et Gregory Peck n'auraient apparemment que 12 ans d'écart alors qu'elles jouent le rôle de la mère et lui du fils. Je vais donc voir de ce pas si, comme dans le film précédent, on voit effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. A tout de suite. Le film est très intéressant avec un sujet très important, mais il ne va pas assez dans le fond des choses d'après moi, et même le réalisateur dénigrait son propre film, pensant qu'il n'était pas assez revendicateur. Concernant l'âge des deux comédiens, la mère et le fils, qui ont un âge très rapproché, bizarrement, on voit pas du tout qu'ils ont peu d'écart, car la maman fait très vieille. Alors désolée pour l'actrice, mais peut-être qu'ils l'ont très bien grimée, alors bien joué les maquilleurs, donc on voit un grand écart. Ça colle. Il y a un moment dans le film que j'ai beaucoup aimé, la mère dit à son fils « Pas besoin de ressembler à Hamlet ». Pourquoi ? Parce qu'elle est alitée et puis il la regarde comme un pauvre chien battu. Ce qui m'a fait beaucoup rire, sachant que le prochain film, c'est Hamlet. Et je me réjouis de le voir. À très vite.